Ops, DevOps et au-delà. Je vous laisserai comprendre pourquoi. Il va nous parler de son expérience d'entrepreneur. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour Patrick Debois. Je suis Patrick et moi je suis belge, donc je suis un peu simple dans mon français. Mon français date que quand j'ai 20 ans, donc il faut parfois je ne sais pas les mots, donc ça va être très intéressant de faire une expérience comme ça. Donc il y a 5 ans, ça veut dire aussi 5 ans dans le début du DevOps. Il y avait plein de gens qui me demandaient tu ne veux pas nous aider à gérer notre société, nous aider à faire du DevOps. Et moi, personnellement, je trouvais que moi, je n'avais jamais géré une société. Et je me demandais, j'avais fait plein de rôles, testeur, développeur, Ops et tout ça, mais pas jamais gérer un business. Donc le retour d'expérience, c'est maintenant les 15 ans que j'ai vécu de faire cette étude dans ma propre société. Au début, j'étais la personne qui venait les aider parce qu'ils avaient des problèmes en production. Donc la société faisait du streaming et de l'interactivité du streaming avec des émissions en direct. Donc tu peux voir que c'est un vrai problème. Tu as 10 minutes, 20 minutes d'émission et tout doit marcher. Tu n'as pas d'utilisateurs avant, pas d'utilisateurs après. Et bon, ils avaient des problèmes parce que tout d'un coup, c'est un flash mob qui vient tout le temps des personnes à utiliser cet outil. Donc ça, c'est un peu le contexte. Donc moi, je pensais, oui, du DevOps, c'est facile. Bon, il y a déjà 5 ans qu'on parle, pas de problème. Donc on a commencé et tout. Quand j'étais entré, il faisait du Git checkout sur les serveurs de prod, et c'est comme ça qu'on le faisait. Mais ce n'est pas ça que je veux en parler. Le fait, c'est qu'après un certain temps, on a stabilisé le pipeline, tout marche, on fait des déploiements, même pendant l'émission, donc tout était bien organisé. On a eu des problèmes, on a appris beaucoup, mais c'est ça qu'on pensait. Donc, et ma fille à la maison, elle disait, cette image-là de DevOps, c'est que comme ils font la bataille, mais en fait, ils ont du plaisir de travailler ensemble, sans problème. Donc, on faisait des projets pour la télévision, et oui, tout marchait bien, sans problème. Mais, de plus en plus, commençait à travailler avec des fournisseurs techniques. Donc, nous, on ne faisait plus les services de monitoring, pas le backup, pas l'infra, parce que c'est le cloud. Et de plus en plus, c'était pas gérer notre outil ou les serveurs nous-mêmes, c'est de parler à des fournisseurs. Pour moi, c'était un peu drôle, parce que après 5 ans, 7 ans, DevOps est devenu à parler à quelqu'un dans une autre société. Et c'est très difficile. C'est très difficile à parler à Amazon quand tu as un problème, parce que tu n'es pas aligné. Et le truc que j'ai fait, c'est de devenir ami avec des ingénieurs en interne, de leur donner du feedback quand j'essaie de nouvelles choses. C'est une autre manière à travailler, mais c'était différent quand on essaie de faire du Dev et du Ops à la même société. C'est aussi là que j'ai réfléchi sur l'idée qu'on parle beaucoup de serverless, mais en fait, c'est de parler de serviceful. C'est plein de services, c'est de travailler avec des autres, et si tes besoins ne sont pas alignés, il faut chercher un autre fournisseur. Donc, c'est une différente manière à penser à la chaîne de livraison. C'est les fournisseurs qui entrent là aussi
et pas seulement les devs et les ops. Donc, on a fait plein de projets comme ça. C'était toujours amusant parce qu'on pouvait expérimenter tout le temps avec quelque chose de nouveau. Nouvelle émission, nouvelles choses à faire. Il n'y avait pas du legacy, tout le temps quelque chose de nouveau. C'est très amusant. Mais à un certain moment, on a eu l'idée de faire du live streaming interactivité comme produit. Donc pas un projet, mais produit. Donc il fallait une personne de marketing. Donc là, en parlant aux personnes du marketing, j'ai appris qu'ils ont en fait le même problème que nous, on essaye de résoudre dans le tech. Eux aussi, ils ont un pipeline de clients qu'ils envoient des choses par mail, en parlant, ou tout ça, et voir si c'est intéressé ou pas. Ils ont un dashboard de métriques pour voir combien de mails sont ouverts ou pas. Donc c'est la même chose. Et j'ai aussi vu que le marketing, l'automatisation, quand il clique sur le site web, tu lui envoies un mail et puis après tu fais ça et tout ça. Donc les métriques et les automatisations et le pipeline, c'était vraiment la même chose que nous, on faisait dans le Dev et les Ops. J'ai appris beaucoup, mais je leur ai donné aussi beaucoup. Le marketing faisait des petites choses pour mettre sur le site web, mais on commençait avec les ingénieurs de publier de plus en plus ce qu'on faisait, et ça leur a vraiment aidé à faire le marketing. Donc tu peux commencer à travailler avec eux, et ils étaient un grand supporter quand on avait un nouveau feature, parce qu'eux, ils voulaient le mettre dans le marketing. Donc s'ils étaient vraiment de notre esprit, de nous aider à finir notre feature. Après quelques années, on a vu que le stress de faire les émissions en live était très dur pour des personnes. Donc, le département RH nous a dit il faut changer la manière comment les gens font l'émission. Il faut prendre beaucoup plus de repos. Il faut les aider à trouver le bon équilibre dans leur vie. Et au début, on pensait, oui, mais on était très focusé pour délivrer le produit et pas sur les gens. Même si je savais, on ne le faisait pas. Donc, nous ont vraiment aidés sur ça. Et aussi, ils ont mis que tous les gens étaient payés au début du mois. Ça, on ne l'avait pas automatisé. Donc, c'est quelque chose qu'on avait oublié. On l'a appris d'eux. Et puis, j'ai appris, le marketing, c'est une chose, trouver des opportunités, mais c'est les gens du sales qui doivent le finir et le convertir. C'était un stress nouveau pour moi. Donc, j'ai plus de stress quand il faut déployer une application en prod, même en live, en direct. Mais pour vendre un contrat, et tu dois négocier, et tu ne sais pas ce que l'autre pense. Donc il faut collaborer plus en plus. Eux aussi, ils ont appris, c'est pour répondre le plus vite possible donc au client quand il a une question. Donc le feedback, là aussi, était très important. Moi, je n'aimais pas très bien les commerciaux, parce qu'ils avaient mis de pression sur les techniques. Quand est-ce que ça sera fini? Ça fait combien de temps qu'il faut facturer au client pour ce projet? Et j'ai appris, par faire ça, ils m'ont mis dans une manière de penser, de faire les choses plus simples comme ingénieur. Est-ce que tu sais faire la même chose, mais moins compliquée? Parce que ça donne du valeur au client, et ça, on sait le vendre, mais pas la chose plus compliquée. Même
il y avait des gens commerciaux qui avaient le stress, comme ingénieur, d'être en call. S'il rate le client, il rate une opportunité pour lui parler. Et le feedback, ça on bien vu dans nos métriques, si on réplique au début, quand ils font une requête sur le site web, directement, le dialogue est hyper important. Même on invite les clients sur le Slack directement pour en discuter après le premier contact avec les ingénieurs, parce qu'on voulait montrer qu'on était bien, qu'on pouvait répondre aux questions, et c'était une des choses que nous, on pouvait aider les gens commerciaux pour faire le boulot. Et puis, il y a le département juridique. Le département que tu ne veux pas utiliser. Et je me suis rendu compte que c'est comme le Ops. Si tout marche bien, tu ne penses pas à eux. Mais on a appris, il faut faire un contrat au début, nouveau contrat, et au début, notre contrat était très long. On l'a mis dans 3 étapes, plus agile. Tu prends la première contrat au début, puis après, une autre chose. Donc, tu livres la valeur dans des moitiés. Tout d'un coup, un client dit « Mais tu es OK pour le GDPR. » Ouais. Nous, on pense, on est sécure et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais le fait que moi, je devais signer le contrat, ça m'a fait réfléchir plus sur tout que juste être sécure. On a changé notre architecture pour faire des choses mieux, et ça a changé d'une manière qu'on pouvait le faire, le auditing et tout ça, ça nous a aidé à faire le debugging de notre plateforme. Donc eux, ils ont mis la pression sur nous, mais en fait, ça nous a améliorés. Et nous, on les a aidés à écrire le contrat d'une manière que ça marche. Parce qu'il y a plein de trucs, pas utiliser les cookies et tout ça, mais nous, on ne l'utilisait pas. Donc les spécifications techniques dans le contrat, il fallait travailler avec eux. Puis après la finance, donc je dirais c'est janvier cette année-ci. Oui, il y a les finances, mais on avait encore des contrats de support sur notre projet, donc il y avait plein d'argent sans problème. Et les gens de finance a dit, ben, tu vois, tu veux vendre tout ça, mais il faut voir vers le cash flow. Il faut facturer à temps. Il faut trouver de l'argent. Il faut être ça aussi. Donc, ils nous aident, pas seulement à finir nos timesheets et on va facturer ça, mais de voir ce que notre plateforme donne comme valeur aux clients et de ne pas perdre la valeur quand on ne fait pas la facture. Et en bref, c'était, disons, juin. On pensait qu'on allait avoir 9 clients nouveaux. Et en août, tous ont dit, mais c'est peut-être pour janvier. Et on s'est dit, ça ne marche pas comme ça. Donc, on a décidé de finir la boîte. On avait autant de produire en ingénieur des choses, des logiciels, des nouvelles features qu'on ne savait pas vendre apparemment. Donc le market fit n'était pas là. Et maintenant, on essaye de vendre la société pour la logiciel. Donc, ce que j'ai appris, c'est même si tu fais le DevOps dans la technique, très bien, ce n'est pas la société qui va marcher comme ça. Donc, je vous invite à inviter les autres départements, travailler avec eux, écouter vous-même
à eux. Par exemple, moi, j'ai eu le problème que je travaillais trop et j'essayais de compenser le fait qu'on n'avait pas un market fit. Donc ça, en bref, j'espère que vous réfléchissez là-dessus et ça, c'est mon expérience. Merci. Merci Patrick pour ce retour d'expérience transparent et honnête. Moi, il m'inspire deux choses. C'est ce que tu disais, rapprocher les gens. Tu rapproches tes clients de tes commerciaux en créant un Slack. Effectivement, c'est exactement ce qu'on a fait avec les devs et les ops au début. Et l'autre chose que ça m'inspire, c'est que finalement, moi, j'ai un peu du mal à expliquer à mes parents ce que je fais. L'Ops, le DevOps, tout ça, ça reste très lointain. Donc, j'essaye de faire des schémas avec des applications WhatsApp, etc. Mais souvent, je les perds. Et en fait, je trouve que les comparaisons avec justement le marketing, la finance, le juridique, ça aide à transposer ça dans un autre monde. Donc, je m'en servirai pour expliquer tout ça à mes parents. Je te dirai si ça a marché. On a quelques questions du public. Quelques questions qui finalement sont très orientées DevOps, parce qu'on profite de t'avoir avec nous. La première question, tu as ouvert la porte en mentionnant le serverless. La question est, que penses-tu du serverless justement vis-à-vis du DevOps et du microservice? Comment le serverless s'inclut dans cette culture-là et dans cette tendance-là pour les microservices? Je dirais c'est une... Au niveau de technicité, c'est une des rares choses qui a vraiment mis la technique en relation du coût directement pour être moins cher. Mais en gros, je dirais, comme je dis, le service full, c'est le fait qu'on utilise de plus en plus de services. Il ne faut pas avoir leur propre cloud, le serveur, tous les accès. Il faut avoir des fournisseurs que tu trustes et collaborer avec eux. Et ça, c'est la tendance globale. Et serverless, c'est une chose spécifique. Nous, on a essayé d'utiliser le serverless, mais dans les cas qu'on voulait autant de gens en flash, Amazon nous a dit, mais non, ce n'est pas économiquement pour utiliser du serverless pour ça. Donc, même si on voulait l'utiliser, ils disent que ce n'est pas le bon cas. Parce qu'au début, c'était trop cher pour eux pour le faire pour nous. Donc réfléchir au cas d'utilisation avant l'adoption, finalement. Une autre question sur un autre pan, sur le pan de la veille technologique. Tu es très actif sur Twitter. Est-ce que c'est là où tu fais la majeure partie de ta veille techno ou est-ce que tu as d'autres médias? Et puis si tu as un ou deux comptes à nous conseiller, à nous, public DevOps Rex? Moi, j'ai le problème que, personnellement, c'est difficile pour moi à écrire une chose et le voir, parce qu'à ce moment-là, c'est final. Et moi, je suis le pour et le contre. Même si mon nom est sur le DevOps Handbook, c'est en fait Jean qui a l'écrit avec l'input de moi. Donc, moi, je réfléchis tout le temps sur Twitter et... c'est mon médium, comme ça. Donc c'est là où tu partages tes idées et où tu pèses le pour et le contre. Très bien. Merci beaucoup Patrick d'avoir été avec nous. On peut l'applaudir à nouveau. Merci.